Vous avez entendu parler d'une plainte qui avait été déposée contre Pat Diamant. D'ailleurs, il y a cette plainte. Donc, une déposée par un certain Évrard, qui est un neveu de Biya. C'est pour vous dire que si donc il traite avec Pat Diamant, c'est que lui-même, il est un féminin. Et la famille présidentielle, justement, utilise des défauts, des réseaux influents, où d'ailleurs, non seulement il y a des trafics d'influence, mais il y a beaucoup d'assassinats. Je suis ici pour donner une alerte. De la même façon que j'ai souvent prévenu certaines choses et qui se sont réalisées malheureusement, comme l'assassinat de Martinez Zogo, je devrais attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les risques, sur le danger, sur l'épée de Damoclès qui est là, sur la tête de Calixte Beyala. Calixte Beyala avait été attaqué plusieurs fois depuis qu'elle a tourné le dos. Vous savez que nous, on la critiquait et par la suite, elle a compris que effectivement les gens qui étaient d'abord avec elle et qui voulaient la manipuler n'étaient pas bons. Mais aujourd'hui, ces gens non seulement ont déclenché ces réseaux que vous avez vus par exemple avec Vision Milconine, avec l'autre individu qu'on appelle Balater pour essayer de la discréditer. Mais nous avons des informations selon lesquelles son nom s'est retrouvé au niveau de la DGRE, puis de la DGSE. Et c'est là où vous allez voir aussi les réseaux diplomatiques dont je viens de parler. En fait, Calixte Beyala a été cité, a été espionné par la DGRE. Et il y a un rapport qui a été fait. Ce rapport est lourd parce qu'il est fait par le patron de la DGRE avant qu'il ne soit en prison. ECO va envoyer ce dossier à la DGSE, donc en France, que Calixte Beyala est dangereuse pour les intérêts de la France et aussi du Cameroun. Et ECO partira même demander une audience à l'ambassadeur de France au Cameroun. Pendant cette audience, il va dire, avec certains éléments qui ont été concoctés, que Calixte Beyala doit être surveillé de très très près. J'avais eu personnellement à demander à Calixte Beyala de ne pas se déplacer pour le Cameroun. Elle me tenait tête. Elle me disait, elle m'avait répondu, parce que je l'avais appelé, je lui ai dit, Calixte, ne te déplace pas pour le Cameroun.
Elle a dit, je vais partir. Rien ne va m'arriver. Dieu merci. À la dernière minute, elle n'est pas partie. Et je voudrais que Calixte se rapproche encore de ces autorités françaises, particulièrement de l'ambassade du Cameroun. Mais je sais que Calixte aurait aussi eu un entretien avec l'ambassadeur du Cameroun à Paris. À propos. Je le sais. Mais ce que je te dis là, Calixte, effectivement, et tu le sais déjà, tu commences à le savoir, ce que tu es. Un potentiel gibier. Et pourquoi? Voilà là où la diplomatie, comme je vous ai dit, ils sont partis voir. Ils ont utilisé l'ambassadeur. Mais bon, pour l'instant, je crois que la DGSE, surtout avec les agissements des COECO, ne va pas prendre ça trop au sérieux. Qui devra agir? La DGSE ou la DGRE? Toujours est-il que ces deux entités travaillent avec une certaine coordination, se rendent service. Pourquoi Calixte Beyala? C'est là où vous retrouvez donc la famille présidentielle. Parce que Ekweko ne peut pas se lever n'importe comment. Ekweko se lève à la demande de Mbondayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui a eu une aventure avec Calixte Beyala. Tout le monde le sait. Et ça s'est mal terminé. Mais le pire, c'est comme Mbondayolo, lui aussi pour appuyer le dossier, eh bien, c'est par rapport au problème aussi que Calixte Beyala a ou avait avec Mbonda-Sam Bonivan, le neveu de Paul Biya. En effet, Calixte Beyala en 2020, je crois en novembre, avait eu un sérieux problème avec Bonivan sur le terrain qu'elle avait acquis au niveau du Mont Fébé, je crois 950 mètres carrés. Or, Bonivan, parce qu'il est le neveu du chef de l'État, il est venu, il a pris 10 000 mètres carrés, disant qu'il va construire un bunker pour Paul Biya, et finalement, a englouti les 950 mètres carrés de Calixte Beyala. Calixte Beyala s'est débattue. Mais elle n'a finalement pas été aidée, alors qu'à cette époque, elle était en odeur de sainteté avec le régime. Elle a rapidement compris que ce régime-là cherche juste à t'exploiter et par la suite, ne jamais considérer ton bien, te faire chanter, t'éliminer. Calixte Beyala ne pouvant donc pas obtenir gain de cause face à la justice camerounaise, est venu porter plainte. Selon Jeune Afrique, je ne sais pas, je ne lui ai pas posé cette question. C'était quand... Bon, je sais que cette plainte doit être de janvier 2021. Le 5 janvier 2021. Ça a énervé le régime. Ça a énervé Bonivan. Ça a énervé Mbondayolo. Et ces gens, comme ils ne veulent pas qu'on tienne tête, ils décident donc de finir aussi avec elle. Camerounaise, Camerounais, je vais vous donner une autre information qui ressort maintenant des agissements de la DGRE et des COECO. Est-ce que vous savez
que Mvondayolo est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo à 100%. Jusque-là, on connaissait les hommes des hommes. Jusque-là, on connaissait Laurent Zozo Esso. Jusque-là, on connaissait les grosses relations avec le ministre des Finances, de Paul Montazé. Mais on ne savait pas que tout était d'abord parti d'un Mvondayolo. Enfin, selon les services secrets français. Les services secrets français remontent justement à l'époque où Mvondayolo a fait enfermer Martinez Zogo sous prétexte que Martinez Zogo avait insulté sa femme. Par la suite, lorsque Martinez Zogo s'attaque à la ligne 94, et comme Amougouzomlo avait des intérêts communs à travers les meubles et beaucoup d'autres choses à la présidence, il sera le premier à demander la loi du silence. La loi du silence avec les hommes-là, qui lui aussi était déjà le premier à lui rendre service pour enfermer Martinez Zogo en 2020. C'était le 17 janvier. Mvondayolo. Vous comprenez donc pourquoi Mvondayolo se bat maintenant comme un diable pour libérer les hommes des hommes-là. Écho. Vous comprenez maintenant pourquoi Mvondayolo s'est battu pour envoyer Bruno Bidjan en Russie au nom de l'État camerounais. Et comme je vous disais que le dossier n'était pas terminé, je vous avais dit que Bruno Bidjan ne bénéficie que d'une liberté provisoire. Il ne devrait pas sortir du territoire camerounais. Mais il est sorti. Et comme je vous disais qu'il sera entendu, n'est-ce pas, c'est arrivé? On a entendu Bruno Bidjan mercredi. Le juge d'instruction du tribunal militaire l'a entendu. Sur des menaces de mort exercées sur Martinez Zogo. Bruno Bidjan est un prisonnier ambulant. Comment pouvait-on lui donner l'autorisation d'aller en Russie? Parce que Mvondayolo veut absolument que cette histoire finisse vite et qu'on ne le voit pas. Sauf que maintenant, comme nous disons, caché tout là-bas, nous aurons tout ici. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, ça nous retrouve ici. Et le voilà donc qui se remet, comme j'ai dit, les ébranles, les machins et tout ça, les bonivants. Avec Mvondayolo. Ces gens fonctionnent comme des mercenaires. Mais je crois que c'est, je ne sais pas quel jeune journaliste faisait un rapport entre Amougou Belinga et Prigogine. Evgeny Prigogine, qui vient d'être abattu par Poutine. Mais il montrait comment Jean-Pierre Amougou Belinga avait réussi à infiltrer tous les milieux. La justice, avec, exactement comme Prigogine, hein, et ses mercenaires. Amougou Belinga contrôlait et contrôle Laurent Esso. Quand vous regardez au niveau de la présidence, tout le monde connaît qu'il contrôle Aïvo, qu'il est avec Mvondayolo. Tout le monde connaît qu'au niveau de l'argent, il est avec le ministre des Finances. Tout le monde sait que il appelait
qui l'embarque anglais, le délégué général de la Sûreté nationale, mon sujet. Tout le monde sait pertinemment qu'il était, celui qui appelait d'ailleurs le secrétaire général de la police, cher voisin. Et bien évidemment, il contrôlait les frontières, il contrôlait la DGRE. Bref, il contrôle encore. Alors, dans cette histoire, pourquoi est-ce que je parle de la mafia? C'est parce que vous allez voir que la dernière fois, au dernier sommet, Russie-Afrique, vous avez vu quelqu'un qui se comportait comme les mercenaires, les trafiquants d'armes de Wagner. C'était qui? C'était ce Bonivan, Mbondassam. Vous l'avez vu avec des armes. Il n'est pas ministre de la Défense. Mais on nous dit que il est quoi? Président de la commission des armes de la sécurité à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il a appris à manier les armes? On le filme avec des vendeurs d'armes. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce Bonivan a été gendarme. Hein? Et on l'a chassé de la gendarmerie pour inaptitude, faux et usage de faux. Et toutes sortes de mafias qu'il était sac à dos avec le CPE. Je ne sais pas. Ou bien on lui avait prêté le CPE, ou il avait la carte de baptême, ou il avait l'acte de naissance de son frère ou de son cousin. On ne sait pas, toujours est-il qu'il était dans la gendarmerie. Et il se retrouve député du dialogue. Et il se retrouve maintenant président de la commission défense. C'est lui qui va représenter le Cameroun en Russie pour les armes. Voilà des gens qui, parce qu'ils ont un petit problème avec Calix Bayala, au Cameroun, un petit problème de terrain, alors qu'ils ont déjà pris le terrain partout, ils décident de mettre la vie d'une écrivaine en danger. Ils tuent les journalistes, ils persécutent une écrivaine qui a acquis son terrain à la sueur de son front. Vous vous souvenez qu'au niveau même de sa maison, elle avait reçu des cocktails Molotov. Moi, je lui ai dit, Calix, et je répète ça aujourd'hui, j'ai des informations précises. Ces gens-là veulent finir avec toi. Parce qu'ils s'en fichent, ils sont des hors-la-loi. On te tue. Après, le dossier est bouclé. On te trompe. Ils sont dans tous les réseaux. Regardez. Le Cameroun aujourd'hui. Ce cartel-là. Brenda Biya. Dans la mafia. Tous les enfants de Chantal Biya. Dans la mafia. Mais Franck Biya. Dans la mafia. Il est dans le trafic de bois. Il est dans le trafic des OTZ. Il est dans le trafic des CC. Et celui qu'on appelle Bonivan, c'est alors le haut niveau. Il est dans le trafic d'or. Le trafic d'or. Même pas chez lui, mais à l'est. Mais ils disent aux gens, rentrez chez vous. Il a créé une société qu'on appelle Cadias SA. Et cette société a obtenu des permis de Dedon Doké, le ministre qu'on a tué là. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Ces permis-là, on les découvre, on ne sait même pas quand Dedon Doké les a signés. Comment c'est lui, le neveu du chef de l'État, qui doit être autorisé
d'exploiter de l'or à l'Est. Il a un permis de recherche de colomine sur une superficie de 309 km². Il produit minimum 500 kg d'or par an. Et ça ne s'arrête pas là. Il a aussi les permis pour le cobalt. Ce sont des choses, des matières premières, minières, qui peuvent rendre le Cameroun plus riche que Dubaï. Malang Goura, là il a installé Kodias SA. Allez voir ce qui se passe là-bas. Allez voir sa société qui s'occupe du cobalt, qui s'appelle Kofa. Dès que tu parles, pop, on t'abat. Nous avons Wagner au Cameroun. La famille présidentielle, c'est les mercenaires de Wagner. À la peau noire. Et il ne faut pas s'amuser avec eux. L'imbondagoule, tout ce monde-là, je dis que... Mais ils préparent des armes. Oh, c'est bien. Vous avez, à côté, d'ailleurs, je ne vais même pas parler de ce, je vais parler de celui-là plus tard. Vonda Sam, comme j'ai dit à Calixte, et comme j'ai dit à Calixte, parce que je ne lui ai pas dit ça là, je lui ai juste dit de prendre ces menaces au sérieux. Et il faut savoir que Vonda Sam, que vous voyez là, demandez-lui comment est mort sa femme Élise Hazard. Demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé avec Élise Hazard qui a fait l'accident le 3 septembre 1996. Demandez ça à Bonivan. Parce qu'Élise Hazard, pour ceux qui ne le savent pas, rappelons-le, c'était presque la patronne de Chantal Biya. Parce que c'est son père qui avait ce qu'on appelait le petit bistrot café là, juste au cœur de Yaoundé. On appelait ça le Marseillais. C'est là où Chantal travaillait. Et justement, Bonivan sortait avec la fille de ce monsieur Hazard. Donc c'est elle qui s'appelait Élise Hazard. Et c'est elle qui avait pris Chantal en 93, quand Paul Biya était déjà veuf, parce qu'il avait perdu. Enfin, son épouse avait été tuée, Jeanne Irène, et il cherchait une femme. Il avait dit qu'il organisait soit une messe comme ça, soit une fête. Bref, il fallait venir avec des femmes. Et c'est Bonivan qui, dans sa voiture, il y avait Élise Hazard, il y avait Chantal. C'est ce soir-là que Chantal a été remarquée par Biya. Mais Élise Hazard, compte tenu du fait que Chantal n'avait pas une bonne réputation, je ne vais pas y revenir, c'est sa vie privée. Lorsqu'on a demandé qu'elle revienne, Élise Hazard et Bonivan se sont entendus d'une certaine façon. Élise Hazard ne voulait pas que ce soit Chantal Biya. Ce que d'ailleurs Bonivan avait eu à rapporter plus tard à Chantal Biya, et Paul Biya était au courant.
la femme de Bonivan, Élise Hazard, étant encombrante, on a donc décidé de l'éliminer dans un accident de voiture déguisé. Ce qui est extraordinaire dans cette famille-là, c'est que Paul Biya n'organise pas souvent les anniversaires de commémoration de la mort de son épouse. Bonivan n'organise jamais de commémoration de la mort d'Élise Hazard. On n'entend même jamais parler, on oublie vite. Mais nous n'allons pas accepter que ce pays soit dirigé seulement par la mafia. Parce que d'ailleurs, regardez comment les Camerounais se comportent. Quand on leur dit que Paul Biya est fatigué, il faut qu'il cède la place. Qu'est-ce qu'on dit? Mais vous voyez qui? Il y a même qui? Mais il y a qui comment? Puisque même les ministres de Paul Biya ont été éliminés parce que Paul Biya voulait juste positionner sa famille. Il n'a même pas utilisé les services secrets. Dès que même de sa famille vient lui dire que tel a dit ceci, tel a telle ou telle ambition, allez hop, prison, il t'élimine. Est-ce que vous savez que Marafa est en prison? Qui l'a jeté en prison? Vous allez dire, Paul Biya. Oui, mais c'est le dernier. Mais qui déclenche l'affaire Marafa? C'est beau. C'est Bonivan. Mbondassam. C'est Mbondassam qui va faire un rapport que Marafa cherche à prendre la place de Biya. Donc, comme je dis bien que Mbondayolo et Eko, Mbondayolo a déclenché Eko pour aller voir l'ambassadeur Guillou. Mais maintenant, pour l'affaire Marafa, on n'est pas passé par la France, on est juste passé, c'est Marafa qui va faire une lettre le 24 juillet 2008. Dans cette lettre, Marafa fait croire à Biya que, selon les informations qu'il a recoupées, parce qu'il y avait des problèmes avec les Bororo, là-bas, dans le Grand Nord, que tout cela est activé, actionné, pour que les Bororo soient derrière Marafa. Et ces Bororo sont payés pour soutenir Marafa à l'élection présidentielle de 2011. Mais Marafa n'est pas seul. Dans la lettre écrite de la main par Bonivan, qui, soit dit en passant, n'a pas beaucoup été à l'école. Bon, voilà. Et il y a un élément qui va donc ressortir. C'est Dan Poulou, avec des agissements et un gouverneur. Que voilà comment est-ce que les gars sont en train de préparer la succession pour mettre Paul Biya de côté à l'élection présidentielle de 2011. Paul Biya va d'ailleurs piéger Marafa en lui demandant, tu vois comment Marafa va lui dire, oui, tu peux déjà aller te reposer. Et tout. Or, Paul Biya avait déjà les petits papiers où on accusait aussi le gouverneur Issa Kumba. Issa Kumba. C'est comme ça donc qu'on déclenche l'affaire Marafa, qui ne voit plus en prison. Pourtant, Marafa, lui-même, parce qu'il était quand même ministre et il était proche de Biya,
les autres agents de renseignement à la présidence lui ont dit, le boss a déjà la lettre qui a été écrite par son neveu. Et d'ailleurs, Marafa, après l'élection de 2011, il avait même écrit à Paul Biya le 2 mai 2012. J'ai appris que votre neveu est venu me charger et tout ça. Paul Biya l'avait appelé. Il avait appelé, Marafa lui avait dit, non, il ne faut pas regarder, il est comme ça, il ne réfléchit pas bien, il ne faut pas l'écouter. C'est comme ça que Paul Biya avait rassuré Marafa avant de le frapper. Donc ces neveux-là, la bande-là, quand ils veulent déjà te détruire, vous êtes ici à Paris, vous marchez avec les zébras. Oh! J'ai dit à un là, comme tu vas arriver au Cameroun là, toi, mon risque de te prendre. Je ne cite pas son nom. Hein? N'est-ce pas, monsieur président? Voilà. Parce que le rapport qui est là-bas est très très fort. Ils traitent les autres de féminin. Mais eux, ils volent dans les caisses de l'État. Il y a un là qui s'appelle Mossi Bidjanga. C'est pour ça que vous voyez que Bidjanga à gauche, Bidjanga à droite, lui aussi, il va là-bas avec les flancs bien. Parce que c'est un nom de famille. Il dit qu'il a des liens avec la famille présidentielle. La preuve, c'est qu'il y a Martin Bilé Bidjanga. Il est conseiller à la présidence de la République. C'est encore un neveu de Paul Biya. Vous n'entendez pas beaucoup parler de lui. Et pourtant, il a déjà frappé les caisses de l'État à leur retour. Boum. Et il y avait une société là, Trust Travel. Il a mis ça à terre. Puis, il a créé en 2012 une histoire d'homme d'affaires qui devait faire ceci et cela et tout ça. Qu'il devait se réunir. Vous vous souvenez de cette histoire? Comment on appelait cette histoire des hommes d'affaires? Bon, je vais y revenir. Mais il avait détourné combien? 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Est-ce qu'on l'a arrêté? Jamais. Pourquoi la justice n'a pas agi? Voilà donc comment notre pays fonctionne. Dès que vous tentez de parler, ils envoient la DGRE. Finir avec toi. La DGRE est donc utilisée par le clan Biya comme une entreprise privée pour exterminer des gens. Des femmes, des jeunes, des journalistes, des écrivains. Mais la famille de Paul Biya, retenez-le, c'est la famille Wagner. Mais comme il est écrit, vous pouvez avoir des armes, vous pouvez avoir de l'argent. Mais un jour, vous tombez comme les hommes là des hommes là.